Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Pour beaucoup d'Allemands, Pierre Moscovici est l'homme de Paris ici à Bruxelles et à contrario, pour pas mal de socialistes français, Emmanuel Macron est l'homme de Bruxelles à Paris. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Merci d'avoir choisi 500 millions d'Européens pour parler d'Europe. Vous êtes ici à Bruxelles dans le cadre d'un conseil compétitivité. C'est ça. Vous allez parler de quoi ? On parle du marché unique, on parle du plan d'investissement et des différents sujets d'actualité pour préparer les conseils des chefs d'État et de gouvernement. Alors nous avons rencontré plusieurs eurodéputés avant de vous recevoir et l'une d'entre eux, Marisa Matias, du Bloc de gauche portugais, a souhaité vous poser une question au sujet de votre loi. Monsieur le ministre, cette loi est aux antipodes de ce que vous avez promis aux électeurs et citoyens français. C'est par contre une manière de faire des courbettes à Bruxelles. Pour qui travaillez-vous, monsieur le ministre? Pour les Français ou pour Bruxelles? Voilà, une question venant d'une Portugaise. Pour qui travaillez-vous, monsieur le ministre? Pour les Français ou pour Bruxelles? Mais une question d'ailleurs qui est énoncée par une Portugaise, mais qui parfois peut s'entendre en France. Donc, pour Paris résolument, avec deux points de réflexion par rapport à ce qui est dit. Le premier, c'est qu'il y a des engagements de campagne, ils sont tenus. D'ailleurs, l'essentiel du programme de François Hollande a été appliqué et nous continuons à le faire. Mais on ne doit pas s'en tenir qu'à un programme, surtout quand la situation économique est ce qu'elle est. Et je crois que nul ne savait, lorsque François Hollande est arrivé à la présidence, la nature de la crise. Moi, je pense qu'il faut qu'on se le dise de manière extrêmement honnête entre nous. L'ampleur de celle-ci, sa durée, le fait qu'on a protégé dans un premier temps la zone euro, qu'on a mis beaucoup de temps à la sortir justement du risque grec à l'époque, à l'été 2012, à construire l'union bancaire, on pourra sans doute y revenir. Et tout ça a fait que la zone euro est rentrée dans une forme de langueur dans laquelle elle est encore aujourd'hui, qui justifie des actions qui n'étaient pas prévues au moment de la campagne, et c'est bien normal. La deuxième chose, c'est que cette loi, c'est une loi de gauche. Et c'est une loi de gauche qui est bonne pour l'économie française. Pourquoi ? Parce qu'elle donne plus de droits, en particulier aux jeunes, aux outsiders de notre économie. Elle donne, de ce faisant, plus de vitalité à cette économie, et elle l'ouvre. Alors oui, ça correspond à une partie du diagnostic qui est fait aussi à Bruxelles. Mais comme j'ai coutume de dire, ça n'est pas parce que le diagnostic est partagé par les docteurs à Bruxelles et à Paris que l'ordonnance est à peu près la même, qu'il ne faudrait pas l'appliquer. On est tombé en quelque sorte dans une forme de réflexe complètement paranoïaque dans les différents pays, en particulier à Paris, qui est lié au fait que pendant des années, voire des décennies, les dirigeants politiques ont dit « Bruxelles propose des réformes très dures, je vous en protégerai ». Mais ça n'est pas parce que Bruxelles le propose aussi que c'est mauvais. Nous le proposons pour notre pays, nous le portons parce que c'est bon pour la France et ça correspond à certaines volontés de Bruxelles, tant mieux. Bonjour Jean Quatremer. Bonjour. Correspondant de Libération ici à Bruxelles, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Bon, le recours au 49.3 laissera quand même des traces en France, mais c'est finalement le meilleur moyen de démontrer enfin à Bruxelles que la France veut entreprendre des réformes, non ? J'espère surtout que ça va laisser des traces au sein de la majorité, parce qu'il faut quand même rappeler à l'ordre les députés socialistes. Ils ont quand même été élus pour soutenir aussi un gouvernement, un président de la République, et ils ont cru qu'ils pouvaient partir en goguette sur un texte absolument fondamental. Je veux dire qu'on ne peut pas mettre un gouvernement en minorité sur un texte sur lequel le président de la République s'est engagé. Donc j'espère que c'est un rappel à l'ordre. Et ça montre surtout la détermination de ce gouvernement, dont je doutais jusqu'à présent, de réformer l'économie française. Je veux dire, il est quand même temps de bouger un petit peu. Après 2 ans et demi, on était parti un peu dans tous les sens. Enfin, de changer ce qui bloque. Donc oui, c'est une bonne nouvelle que le gouvernement l'ait fait, et surtout qu'il annonce qu'il est prêt à le refaire en faisant à chaque fois des sessions extraordinaires si nécessaire. Donc voilà, la majorité est prévenue. Il y a encore 2 ans de réforme à avaler. Bonjour Florence Autray. Bonjour. Correspondante de l'AGFI. La France vient d'obtenir un nouveau délai pour revenir dans les clous du pacte, sous la barre des 3%. Au départ, ça devait être pour 2013, puis 2015, maintenant 2017. Mais Bruxelles ne relâche pas la pression pour autant. Bercy a 2 mois pour trouver près de 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires, sous peine sinon de monter d'un cran dans la procédure pour déficit excessif. Oui, 4 milliards, c'est beaucoup. Et en réalité, Bruxelles demande beaucoup plus que ça, parce qu'il y a une trajectoire d'ajustement budgétaire pour passer sous les 3% en 2017, qui au total nécessitera 50 milliards d'économies en fonction évidemment de la croissance, tout ça est ajustable. Donc c'est une décision intéressante mais assez risquée qui a été prise la semaine dernière et
Et je voudrais revenir là-dessus parce que ça a été extrêmement disputé. Il y a eu 4h30 de réunions entre commissaires européens pour trancher finalement entre deux options. Soit on applique une sanction maintenant et comme l'autre consolation, on donne jusqu'à 2018, donc on permet d'enjamber la présidentielle, ou bien on donne que 2 ans de délai, mais sans sanction, mais en accroissant la pression. Or, les services de la Commission européenne considèrent que cette trajectoire d'ajustement d'ici 2017 est extrêmement périlleuse, si bien qu'on risque de se retrouver à la veille des présidentielles dans une impasse où on n'arrivera pas à repasser sous la barre des 3%. Et là, il n'y aura pas 2 options, il y aura la sanction plus un nouveau délai. C'est extrêmement risqué politiquement. Emmanuel Macron, vous êtes d'accord, 2017, ça va être compliqué quand même de rentrer... Oui, mais moi, par rapport à ce qui a été dit, je trouve qu'on est en train de répéter les malentendus des années précédentes avec cette recommandation qui se dessine. Et c'est pour ça que je voulais quand même clarifier le point. Parce qu'on nous parle de délai, mais la trajectoire française, c'est d'arriver à 2,7 en 2017. Donc, on ne redonne pas de délai. La trajectoire française, c'était année après année, en 15, 16 et 17, d'avoir un taux d'effort, c'est le fameux 50 milliards d'économies par rapport à la trajectoire, pour arriver au 2,7 en 2017. Donc, aucun délai supplémentaire n'est en train d'être aujourd'hui octroyé à la France. J'ai lu beaucoup ça dans la presse internationale. Si, c'est faux. Non, on repousse l'effort dans le sens. Sinon, vous auriez eu des sanctions. Non, la trajectoire française était celle-ci. La nouveauté, elle est de 2 ordres. Ce que vous dites sur 2015, les 4 milliards, que nous ferons, nous l'avons dit, et nous exécuterons le plan de 50 milliards sur 16 et 17. Mais là, on nous demande 1,5 point de PIB d'efforts supplémentaires en 2016 et 2017. C'est-à-dire, en fait, 80 milliards d'économies sur le triennal. Et là, je dis attention collectivement, parce que cet effort supplémentaire qui est en train d'être demandé, il est procyclique. Je veux dire par là qu'il détruit de la croissance. Et donc, la croissance française, on pense qu'elle sera autour de 1,5%, 1,6%. On a des analyses qui sont faites par les uns, par les autres. On sait que les mesures d'économie que nous sommes en train de prendre et que nous prendrons, elles détruisent un peu de croissance. Mais ce que nous demande la recommandation qui a été prise la semaine dernière, dans son effort additionnel par rapport à ce qui était prévu dans la loi de financement pluriannuel française, c'est en fait de détruire 1,5 point de PIB en 2016-2017, c'est-à-dire de nous priver du retour au plein emploi. Et c'est là où je pense qu'on ne peut pas être collectivement, s'enfermer collectivement dans les erreurs qu'on a déjà faites. La zone euro aujourd'hui, elle nécessite d'être sérieux sur le plan budgétaire. C'est ce que nous avons décidé de faire. Je veux rappeler ici que le gouvernement français est le premier à avoir infléchi la dépense publique. Le premier, depuis des décennies. On a baissé en valeur absolue. L'actuel gouvernement. On a baissé en valeur absolue la dépense du gouvernement et on l'infléchit. On la baisse en rapport dépenses publiques sur le PIB. Et donc, il était temps. Parce que vu le niveau de dépenses publiques, qu'il était temps, mais on est au-delà de la Finlande quasiment. On paye toujours pour les erreurs du passé et donc des autres. Je sens que ça va être une émission passionnante parce qu'on est toujours dans l'introduction de l'émission. Je veux quand même finir sur ce point. Donc, on fait cet effort-là. En même temps, Francis Bach, on fait les réformes structurelles. Francis Bach. On fait les réformes structurelles. Francis Bach. Voilà. Non, mais, je veux dire, on fait les réformes structurelles. Cette loi qu'on est en train de discuter maintenant au Sénat, puis à l'Assemblée, et qui sera passée, ce sont des réformes structurelles qui étaient attendues, vous le disiez, par Bruxelles, mais qui sont ce qui est bon pour notre économie. On ira plus loin, je pense qu'on y reviendra. Mais on ne peut pas demander, dans ce contexte-là, alors que la zone euro est dans l'état qu'on connaît, de rajouter 30 milliards d'économies. Ça n'est pas sérieux. Francis Bach, la loi Macron est-elle à la hauteur des enjeux? Quelles sont les réformes sociales à venir? La France est-elle réformable? Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, est notre invité aujourd'hui. Je pense qu'on a fait la plus longue introduction de l'histoire de cette émission. Voilà, Emmanuel Macron, notre invité aujourd'hui dans 500 millions d'Européens pour réagir, #500ME. Alors, vous avez une fan, Emmanuel Macron. D'abord, on a parlé de cette dame, Marisa Mathias. Notamment. C'est un début, on construit étape par étape. Non, mais c'est une émission sans pitié. Une fan. On l'a trouvée, on a eu du mal. Non, vous avez notamment une fan au Parlement européen. Et pourtant, elle s'appelle Ingeborg Grässle. C'est une eurodéputée de CDU, allemande, PPE, présidente de la commission du contrôle budgétaire. Et on l'appelle pourtant le pitbull. Hein. C'est presque le taureau. On adore l'interviewer dans cette émission. Elle rentre dans tout le monde, sauf dans vous. Elle a épluché votre loi. On l'écoute. Il y a des mesures qui sont intéressantes parce qu'ils résolvent des problèmes qu'on a dans tous les États membres. Et il y a des mesures qui sont plutôt drôles. Par exemple, le transport en autocar, que jusqu'à maintenant, que ça n'a pas encore été fait. Et je crois que c'est un premier pas en avant, très important, et aussi très prometteur. Ce travail le dimanche, et là, jusqu'à minuit, je comprends que ça a été fait.
Et heureusement que cette mesure-là, parce qu'on discute peu sur les 11 autres mesures, on se concentre plutôt sur ça. La justice prud'homale, très importante, pas encore réglée en Allemagne. Je vais observer avec beaucoup d'intérêt ce que ça donne. Voilà, Ingeborg Grässle qui va observer avec beaucoup d'intérêt ce que ça donne. Visiblement, vous allez plus loin. D'une, il y a des anachronismes comme les autocars, mais là, vous allez plus loin que ce qui se passe, par exemple, en Allemagne, notamment sur les prud'hommes. Oui, sur les professions réglementées également, sur les prud'hommes, sur le travail du dimanche, parce que vous savez que l'Allemagne n'est pas le pays qui ouvre le plus le dimanche, même le samedi soir parfois. Donc, à l'inverse, l'Allemagne a réformé sur d'autres sujets. Donc, sur les autocars, c'est une réforme que les Allemands ont pris il y a un peu plus de 18 mois, où ils ont en effet ouvert davantage ce secteur. C'est permettre de l'initiative privée. Donc ça, ce sera possible dès le mois de juillet, une fois la loi votée. C'est permettre, avec beaucoup moins de contraintes, d'ouvrir des lignes là où ça a du sens, indépendamment de ce qui existe déjà. Sur la justice prud'homale, puisqu'il y était fait référence, je pense en effet que c'est une réforme importante. Pourquoi ? Parce que les délais sont trop longs en France et il y a énormément d'incertitudes sur l'issue des jugements. Ce qui, non seulement est injuste... C'est 15 mois en moyenne en France. C'est en moyenne 15 mois, ça peut être 4 ans par exemple à Paris, ce qui n'est pas la faute des juges prud'homaux, mais l'organisation du système est ainsi faite. Et pour beaucoup de salariés, c'est un peu aller au loto parfois, c'est ce qu'on les incite à faire. C'est-à-dire on emmène le patron au prud'homme parce qu'on peut éventuellement en avoir beaucoup. Pour les patrons, en particulier les petits patrons, c'est énormément de stress. Et c'est, pour ce qui est du licenciement individuel, l'un des facteurs de la non-embauche. Il faut parler très clairement, parce que c'est l'angoisse de se retrouver au prud'homme si ça se passait mal. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit les délais, on simplifie la procédure, sans changer les règles du paritarisme, et en même temps, on a mis en place... Le paritarisme, c'est-à-dire ? C'est-à-dire le fait que, au niveau de la conciliation, puis du premier, ce qu'on appelle le bureau de jugement, eh bien, ce ne sont pas des juges professionnels, mais des représentants des salariés et des employeurs, à parité, qui sont en charge de juger. C'est ça, les juges prud'homaux. Donc on garde cette spécificité, parce que les remplacer par des juges, c'était immédiatement poser un problème de moyens budgétaires, parce qu'il faut les embaucher, les mêmes juges. Mais par contre, on réduit les délais. On dit, si quelqu'un ne se présente pas, c'est réputé jugé, parce que parfois aussi, il faut le dire, il y a des employeurs qui procrastinent, comme on dit. Et puis surtout, on va mettre en place un référentiel. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va donner, sans contraindre le juge, mais si les deux parties sont d'accord, elles auront une grille qui dit, voilà, à peu près, en se référant au jugement des années passées, pour telle ancienneté et tel qualificatif, voilà à peu près ce que vous obtiendrez ou ce que vous risquez, donc essayez de vous mettre d'accord peut-être en amont. Quand on lit votre loi, on comprend que Ingeborg Grässle, qui représente quand même la droite de la CDU, je précise pour vous voir un petit peu... Vous cherchez à me mettre dans l'embarras, voilà, j'y arrive justement. Pas du tout. On a effectivement du mal à voir en quoi cette loi, comme le dénonce la gauche du Parti socialiste, en partie, on peut penser à un certain nombre de gens qui ont voté contre, enfin qui voulaient voter contre votre loi, on voit mal en quoi ça ramène la France au 19e siècle. J'ai lu que c'était vraiment le retour des Rougon-Macquart, le grand patronat, etc., les salariés soumis à des contraintes absolument incroyables. Où se trouvent les reculs sociaux dénoncés par vos frondeurs ? Mais par Gérard Filoche, par exemple, votre ami. Il se trouve que Gérard Filoche s'exprime dans les enceintes où il est membre, mais pas au Parlement, puisqu'il n'est pas député. Mais, Bureau national du PS, je précise pour nos auditeurs. Mais en l'espèce, il n'y a pas de recul, c'est ce que je me suis échigné à dire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi ? Il y a des ouvertures. Le secteur des transports, comme celui qu'on évoquait. Il y a une transparence accrue, une meilleure régulation des autoroutes, de la grande distribution, parce que c'est plus de transparence sur les prix, c'est plus de concurrence. Il y a cette réforme des professions réglementées qui, elle, a pour but de faciliter l'installation des jeunes, donc d'ouvrir cette profession en particulier aux plus jeunes, à diplôme et sécurité juridique constant, et à mettre plus de transparence sur les prix. Ensuite, il y a une série de réformes sur l'investissement qui met fin au monopole bancaire en permettant le financement interentreprises, ce qui, je pense, est une révolution, en particulier pour le financement des TPE et des PME, qui permet des privatisations pour réinvestir et se désendetter, le « et », en particulier dans des secteurs où la présence de l'État ne se justifie plus et où l'État actionnaire n'est pas nécessaire, comme les sociétés de gestion de certains aéroports de province. La possibilité ensuite de redonner de la compétitivité française, ce qui a beaucoup crispé certains, en restaurant l'attractivité des dispositions
de BSPCE ou d'actions de performance. Pourquoi ? Parce que notre économie en a besoin. Parce que c'est la clé pour garder ou attirer les talents dans les startups, dans les PME et parfois dans les grands groupes. Ça veut dire quoi? Parce que c'est à cette aune-là qu'on continuera à avoir un tissu industriel. Au fond, la gauche socialiste, la gauche du Parti socialiste est conservatrice. Elle ne veut pas changer un modèle. Il ne m'appartient pas de la qualifier, mais je m'amuse à voir que les BSPCE, donc ces bons de souscription pour créateurs d'entreprises dont on restaure l'attractivité, ont été créés par la gauche, Dominique Strauss-Kahn, que les actions de performance dont nous restaurons, c'est-à-dire qu'on les rend aussi compétitifs qu'en Allemagne. On ne se compare pas avec Singapour. Ils ont été créés, en particulier quand c'était les stocks options, par une loi dite Delors. Donc, ce ne sont pas des inventions de la droite. Ce sont des mécanismes pour c'est les sociolibéraux, inciter... des sociolibéraux. Mais moi, j'aime pas les boîtes de peur d'y rester enfermé. Mais en tout cas, c'est une forme de réalisme quand on regarde l'économie dans laquelle on vit. Enfin, sur le droit du travail, donc l'ouverture des commerces le dimanche, que nous permettons en élargissant le nombre de jours du maire et en créant ces zones touristiques internationales et en simplifiant la norme, ils ont une contrepartie fondamentale, qui est l'existence d'un accord d'entreprise, de branche ou de territoire. C'est cet accord qui définit la compensation, et sans accord, pas d'ouverture. Et ça, en effet, c'est profondément social-démocrate, pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, toutes les belles âmes qui critiquent cette loi ne se sont jamais indignées du fait que dans 640 zones touristiques en France, aujourd'hui, pas demain, il y a des Françaises et des Français qui travaillent et qui n'ont aucune garantie de compensation. Ça ne sera plus possible avec cette loi. Et la deuxième, c'est que quand on croit au dialogue social, qui n'est pas le rapport individuel déséquilibré entre l'employeur et l'employé, mais celui du collectif des employés et de l'employeur. Eh bien, quand on y croit, on va jusqu'au bout. Et au risque, en effet, de bloquer ce que nous a reproché une partie du patronat, ce que nous reproche une partie d'ailleurs de la droite, l'ancien président de la République, encore ce matin dans une interview en disant « ça n'est rien cette ouverture du dimanche, puisqu'en fait, c'est soumis à l'accord des syndicats, ça pourrait être bloqué ». Eh bien oui, c'est ça l'avancée sociale de cette loi aussi. Elle est social-démocrate, mais on va jusqu'au bout. Si on croit au dialogue social, il faut lui donner du grain à moudre au niveau de l'entreprise ou de la branche et de dire mettez-vous d'accord pour ouvrir le dimanche avec des bonnes compensations. S'il n'y a pas d'accord, vous n'ouvrirez pas. Parce que c'est à cette condition qu'on modernisera la France. Ni en restant dans une conception en quelque sorte 19e, dans laquelle la loi devrait tout dire. Erreur qu'a souvent commise à gauche. Parce que ça n'est pas vrai qu'on pourrait définir la réalité partout en France, sur tout le territoire par la loi. Et de l'autre, une espèce d'approche brutale libérale de marché, celle portée par l'ancien président de la République, qui dit « tout ça c'est de la foutaise ». Il faut tout libérer. Alors, est-ce qu'il y a une gauche, est-ce qu'il y a une droite ? Ingeborg Gressle s'amusait tout à l'heure du fait que le travail dimanche est servi de chiffon rouge, un petit peu, et que derrière, il y a pas mal d'autres mesures qui sont passées. Alors, tout le monde n'a parlé que de ça, mais globalement, pour l'eurodéputé belge Philippe Lamberts, eh bien, cette mesure du travail dimanche résume plutôt bien l'ensemble de votre loi. On l'écoute. Si on pense à quelque chose, par exemple, comme le travail du dimanche, voilà bien une disposition d'inspiration totalement productiviste. Enfin, quelque part, c'est dire l'être humain est purement un homo economicus. C'est en fait, l'être humain, c'est une machine à produire et à consommer. Et plus il produit, plus il consomme, plus il y a de croissance, à supposer que ce soit vrai évidemment, mieux ça vaut, comme si l'être humain se résumait à la fonction produire et à la fonction acheter. Voilà, comme si l'être humain se réduisait à la fonction produire, à la fonction acheter. Philippe Lamberts, le coprésident du groupe des Verts au Parlement européen, l'eurodéputé Vert. Florence Autrey. Oui, c'est intéressant. C'est une position écologiste et chrétienne, je dirais aussi. En fait, c'est vraiment la tonalité très chrétienne des écolos. Pourquoi pas ? C'est une version, ça me semble un peu caricaturale parce qu'on n'est pas en train de mettre tout le monde au travail le dimanche. C'est pas ça l'esprit de votre loi, si j'ai bien compris. Donc c'est une ouverture, mais on reste quand même ceux dans qui un veulent devenir milliardaires. Avec un droit du travail hyper cadré. Et d'ailleurs, ce que demandera Bruxelles, c'est probablement d'aller un peu plus loin dans la libéralisation. Mais ça pose une question, je trouve, assez intéressante, qui est finalement, est-ce qu'il y a encore une politique économique de droite et une politique économique de gauche ? Bon, vous parliez de la question de la représentation sociale, des syndicats, de l'importance du dialogue social. Finalement, votre ligne, c'est un peu l'ordo-libéralisme allemand, quoi. C'est une sorte de centrisme raisonnablement protecteur des salariés, des travailleurs en général, mais qui intègre une contrainte de compétitivité parce qu'on vit dans une économie ouverte, etc. Donc c'est une espèce de modernisation, d'éveil de la France à ce que l'Allemagne a compris en 1950. En fait, vous voulez enfin sortir de l'idée que l'État peut tout. C'est ça, en fait. C'est l'ordolibéralisme, l'ordolibéralisme, voilà. Je pense la règle et l'État, après, regarde le marché.
Je pense en tout cas que de ce d'où vient la gauche vers où elle va, il y a sans doute cela. C'est-à-dire qu'en effet, l'idée que l'État puisse tout régler macro et microéconomiquement n'est, à mon avis, plus possible. Donc ça, c'est une certitude. Le fait que l'État doit définir des grandes règles est aussi une nécessité. Et ensuite, renvoyer un dialogue social qui doit être plus opérant. Ce qui est aujourd'hui une impasse d'ailleurs de la société française. On a plutôt eu une social-démocratie régulée par les élus locaux que par les syndicats, si on regarde l'histoire de la France. Et on garde aujourd'hui une régulation par les territoires, mais il faut qu'on ait une régulation par, en effet, les partenaires sociaux. Est-ce que les syndicats sont à la hauteur écoutez, de ça ? moi je pense que la confiance oblige. La confiance oblige. Et ce que je constate depuis 2012, ça a été le pari de François Hollande. Certains disent ça va pas assez vite, d'autres disent c'est une révolution. Ce que je constate, c'est qu'on arrive quand même à avancer. Il y a des syndicats réformistes. On ne soulignera jamais assez le rôle fondamental que joue la CFDT dans cette période et l'esprit de responsabilité qu'elle a. Et moi, je crois que de toute façon, dans la situation où nous sommes, on ne redresse une économie que par l'esprit de responsabilité partagée. Vous parlez d'ordolibéralisme. Moi, il y a un terme qui m'est cher dans la philosophie allemande, qui est celui de l'éthicité. C'est dans la philosophie du droit de Hegel. L'éthicité, ça n'est pas la loi. C'est l'esprit de responsabilité partagé par, à un moment donné, l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Et donc, la loi ne peut pas tout. La loi, trop souvent en France, elle a cherché à moraliser. Elle a cherché à intervenir dans les comportements individuels. Elle a cherché à bloquer pour prévenir, en quelque sorte, les comportements déviants. Eh bien non, la loi ne doit pas s'insérer partout, parce que d'abord, l'homme n'est pas toujours forcément mauvais, mais il faut la loi pour définir les grandes règles et renvoyer à des formes de régulation qui sont en effet plus décentralisées, plus locales, plus par branche, parce qu'elles correspondent mieux en effet à une forme de flexibilité qui est nécessaire, à des capacités aussi des acteurs de trouver des compromis qui sont plus adaptés à leurs propres droits et à leur réalité, parce qu'il se trouve, pour faire référence encore au travail du dimanche, je ne veux pas être lacanien en face de l'Église, mais ça produit, ça consomme déjà. 30% des Françaises et des Français travaillent le dimanche. Les Françaises et les Français consomment le dimanche, généralement en ligne. On a empêché certains grands enseignes à Paris d'ouvrir le dimanche. Ils ont ouvert des sites internet, des centres logistiques derrière le magasin qui est fermé, et ils font 50% du chiffre d'affaires du dimanche avec des gens qui viennent chercher au cul du camion, pardonnez cette expression, ce qu'ils achètent par internet. Est-ce que ça va suffire tout ça, Emmanuel Macron ? Donc, il y a une réalité sociale, il faut la prendre en compte pour bien légiférer et légiférer de manière juste. Ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas les mêmes standards sociaux que l'Allemagne. Vous faites référence à ce pays. Donc, je pense que le modèle social qui est le nôtre, et c'est là où la gauche précisément a sa voix à porter, c'est ce que nous faisons, mais notre modèle social, il est dans la préservation des droits et des protections telles qu'elles existent, dans notre capacité à repenser un consensus social qui, aujourd'hui, à mon avis, né de l'après-guerre, n'est plus adapté dans ses modes de financement, et ça on pourra y revenir, mais c'est un élément fondamental aussi de la modernisation de notre économie. C'est que je pense qu'il faut repenser le modèle de l'après-guerre. Parce que de la représentation des salariés notamment. Et du financement des risques, parce que ça n'est plus aujourd'hui totalement à la page. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, mais en gardant ce niveau de protection, mais en la socialisé davantage. Et je pense que aujourd'hui, notre rôle, et c'est le rôle de la gauche, c'est de recréer des droits. Et c'est ça l'esprit de cette loi. Est-ce que ça va suffire vu de Bruxelles, Emmanuel Macron finir, parce que c'est là. Les droits sont très inégalement répartis. C'est de recréer des droits. C'est-à-dire que l'histoire de la gauche, en particulier française, des dernières décennies, ça a été l'extension des droits par de la subvention publique. C'est-à-dire des congés payés, les retraites, la couverture maladie universelle, etc. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette capacité. Parce que si augmenter la dépense publique, c'est d'être de gauche, le premier socialiste français nous a quittés en 2012, il s'appelait Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a augmenté la dépense publique de 120 milliards en 5 ans. Il a battu tous les records, il a fait 1000 milliards de dettes. Donc, ça n'est pas le bon critère. Ça n'est pas le bon critère. Par contre, la gauche doit recréer des droits pour les outsiders. Et quand on aide les jeunes à s'installer, à créer, quand on fait une réforme, par exemple, comme celle qu'il y a dans la loi que je porte sur le permis de conduire, on en parle insuffisamment. Le permis de conduire, on a mis dans la loi le délai à 45 jours, l'obligation pour l'État de recourir mais quand on vous dit que par rapport aux réformes en Italie, c'est quand même pas beaucoup ce que vous faites. C'est ça ici. Parce que vu de Bruxelles, on se dit, bon,
Quoi, l'histoire des autocars, c'était pas encore libéralisé. Quoi, le travail le dimanche, ils pouvaient pas travailler plus de 5 jours, etc. Mais moi, je pense que l'Italie fait des pas l'Italie. extrêmement importants en avant. Elle a pris une autre option. Elle a fait une réforme très ponctuelle. Elle n'a pas réformé tout secteur. Elle a fait une réforme très ponctuelle. Donc vous êtes en train de dire que vous faites mieux que non, l'Italie. Moi, je pense que c'est très bien le mouvement conjoint de la France et de l'Italie vers la réforme. Nous sommes main dans la main. Parce que c'est la deuxième et la troisième économie de la zone euro. Et donc, si nous bougeons ensemble, c'est formidable. Et donc, oui, il y a un réformisme de gauche en France et en Italie. Mais ne les comparez pas en dévaluant d'un côté ou l'autre, parce que l'Italie a fait une réforme du droit du travail dont je pourrais dire la même chose que ce que vous dites sur les autocars. Quoi, ça existait encore, la Cassa d'integrazione. Parce que, objectivement, ce qui a été réformé en Italie n'existe plus en France, d'ores et déjà. Donc, c'est important que chacun, nous traitions en effet les archaïsmes qui existaient. Mais ça n'enlève rien aux réformes que fait l'autre. Et je pense que ce mouvement... Par rapport au 49.3, parce que là, vous aviez développé une loi qui pouvait passer. Il fallait discuter, mais ça pouvait passer. Maintenant, vous savez, parce qu'il va y avoir une nouvelle loi sociale, que vous pouvez avoir recours au 49.3. Ça veut dire que là, avec la loi sociale avant l'été, vous allez y aller franchement ? Mais pas du tout. On ne prend jamais un texte. D'abord, le texte que je porte n'est pas fini. Il va au Sénat et on revient à l'Assemblée. Et sur ce texte, il y a le 49.3. Il a été décidé par le gouvernement, par le Premier ministre. Mais on ne commence jamais un débat parlementaire en disant on va utiliser le 49.3. Moi-même, j'ai fait 200 heures de débat parlementaire. C'est pour ça qu'il faut quand même remettre les choses en perspective. On parle de ce 49.3. Il y a eu plus de 80 occurrences dans la Ve République de cet instrument. C'est un instrument, en effet, de vitrification de la discussion parlementaire quand il est utilisé, comme par l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin en 2006 sur le CPE, c'est-à-dire au début de ce débat, quand des gens hurlent dans la rue et qu'on commence à débattre, tac, on vous met tout de suite le 49.3. J'ai fait 200 heures de débat. On l'a utilisé à la fin, après que chaque article de cette loi ait été voté et ait trouvé sa majorité. Donc, qu'on ne me parle pas d'une forme d'infraction au débat parlementaire. Cet instrument existe, il fait partie du parlementarisme rationalisé de la Ve République. Vous ne pensiez pas l'utiliser au départ, cet instrument. Mais bien sûr donc il existe, très bien. Mais bien sûr que non. Donc il a maintenant, été utilisé parce que c'est la détermination du gouvernement. Le tabou politique est levé maintenant, c'est ça que je veux dire. Donc par rapport à la loi sociale avant l'été. Il n'y en a jamais eu. Mais c'est pas parce qu'un tabou, pas l'utiliser. C'est pas parce qu'un tabou est levé qu'il faut forcément sombrer dans le tabou à chaque fois que vous bougez. Donc je pense que l'objectif, c'est toujours de présenter une loi, d'avoir une discussion parlementaire et d'aller au vote. C'est évidemment comme ça qu'on fonctionne. Moi, j'avais une question quand même sur les insiders, outsiders. Vous dites il faut donner plus de droits aux outsiders, mais à dépenses publiques constantes ou même à dépenses publiques en baisse, comment est-ce que vous pouvez donner plus de droits aux outsiders sans réduire, sans toucher à ceux des insiders ? Et c'est bien ça le problème de ce pays. C'est que quand même, il y a... C'est pour ça que ça râle. Mais vous avez tout à fait raison, c'est ce qu'on fait. Mais c'est ce qu'il faut faire. Vous devez ouvrir des droits en supprimant des régulations devenues inutiles, des droits formels, pour recréer des droits à ceux qui n'en ont pas. Des droits formels comme lesquels ? Quand on a fait, par exemple, sur le logement, Cécile Duflot a réagi en début d'année très vertement sur ce qu'on a fait sur le logement, parce qu'on est revenu sur des dispositions de la loi Allure, qui, sur la fameuse vente à la découpe, avait conduit à protéger les locataires jusqu'à 15 années. Il y a un an, dans notre pays, on pouvait sortir des locataires quasiment dans la foulée d'un achat quand il y avait une vente à la découpe. Ça n'est plus possible. Il y a au moins 3 ans de protection, ce qui est normal. Dans la réforme qui est dans la loi que je porte, on a borné cette protection entre 3 et 6 ans. On a potentiellement enlevé des droits aux personnes qui étaient entre 6 et 15 ans. Mais parce que c'était exorbitant. Parce que plus personne ne voulait investir en disant si je me retrouve bloqué avec des gens pendant 12 ou 13 ans, donc là, ces insiders en quelque sorte qui étaient protégés, quelle était la conséquence ? C'est que vous n'aviez plus d'investisseurs sur ce marché du logement, et donc celles et ceux qui n'ont pas accès au logement en sont les premières victimes. Quand on revoit les droits des professions réglementées, les droits d'accès, d'ouverture, ils hurlent, ça ne vous a pas échappé, ils manifestent, ça n'était jamais arrivé. Des professions réglementées du droit en France ont manifesté. Pourquoi ? On ne leur a rien enlevé. Mais on a recréé des droits pour les plus jeunes. Ceux de créer des offices dans certaines zones de manière définie, mais on a recréé des droits. On fera la même chose sur les professionnels de santé dans les prochaines semaines. Et c'est exactement la même chose qu'on porte, par exemple, sur le permis de conduire. Oui, les auto-écoles, oui, les inspecteurs du permis de conduire protestent. Parce qu'il y a aujourd'hui un monopole de l'inscription à l'examen des auto-écoles et il y a un système qui est très fermé. On l'ouvre pour réduire les délais, pour favoriser les jeunes. Donc vous avez raison, on ne compense plus, on ne corrige plus ex post les effets pervers d'un système qui est mal régulé, on le rouvre et on revoit les droits des insiders pour donner plus de droits aux outsiders. De nouvelles réformes sociales arrivent, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron. On en parle dans la deuxième partie de l'émission. Donc Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, est notre invité. Nous sommes ici à Bruxelles également avec Florence Autrey de la GFI et Jean Quatremer de Libération. À tout de suite.